Salut tout le monde. Ce matin, alors on est dimanche matin, et à cause de Cosmic, va suivre ce que je vais vous montrer. Cosmic m'a fait donc cette carrosserie de 205 GTI 1,9 litre dans sa belle livrée bleu métallisé, 325 mm d'anthrax. Beaucoup de gens m'ont posé la question. Faites attention, cette carrosserie se monte bien sur GT avec un débattement de suspension limité, puisque les roues vont dépasser un peu, ça va être chaud pour frotter ou pas. Si tu mets ça sur un châssis de buggy, le débattement sera trop important, donc il faudra limiter le débattement pour pas les frotter. Même chose sur Short Curse, c'est là que ça coince un petit peu. Et c'est à cause de lui, donc, parce que ceci est une voiture française mythique, que, avec, et à cause de Projo High Tech et de Hobbytech à Toulouse, et ouais, on a ici cette petite boîte. Cette petite boîte, il n'y a plus rien, parce que j'ai déjà ouvert. Et dans cette petite boîte, il y avait ceci. Nous avons donc ici la Hobbytech RR 21 NXTE GT. Parce que j'adore monter des kits, je préfère avoir des kits. Quand c'est des kits, justement, j'ai pas besoin d'avoir des roues avec ni de carrosserie parce que pour faire mon choix de carreaux et mon choix de pneus, souvent, on reçoit soit des carreaux qui nous plaisent pas, soit des pneus qui nous plaisent pas, donc on n'est pas avancé avec le matériel fourni dans les kits. Le point fort de ce sujet, c'est que il reste dans une catégorie de prix de 250 à 300 euros. Là, par contre, on est dans la catégorie de prix des 550 euros, mais on a tout le matos haut de gamme de chez Hobbytech. On a, et ça, on va le découvrir ensemble parce que moi, comme toujours, pour ceux qui ne savent pas qui viennent d'arriver sur la chaîne, je ne me renseigne pas à gogo sur les kits, je ne vais pas lire toute la liste et je ne vous fais pas une vidéo en lisant bêtement tout ce qu'il y a comme spec, genre je suis et je sais tout. Non, moi je suis et je ne sais rien. Et je spécule sur les photos, l'expérience que j'ai des produits de la marque ou pas, parce qu'il y a des marques où on n'a pas d'expérience donc on ne peut pas spéculer grand chose, on peut se poser des questions. Et ensuite, on découvre ensemble le matos. Dans ce cas-là, on montrera, si tout va bien, si j'ai le temps, le kit ensemble. Et on verra sur quel point on avait raison ou pas. Alors, ce châssis GT est basé sur le NXT brushless. C'est pour ça qu'il y a le E pour E le truc. Contrairement au STR8 GT, ce n'est pas un châssis spécifique plat, c'est le châssis du buggy. Pourquoi? Parce qu'il est d'excellente qualité et pour des questions de coût, parce qu'ils ont voulu garder la bride serrée au budget. Ils n'ont pas fait exprès un châssis plat qui aurait aussi imposé de changer la platine avant, l'angle de la direction et deux, trois choses ici à l'avant. Puisque quand tu as un châssis avec du kick-up, ton châssis il est droit, le kick-up devant c'est comme ça, il a une pliure. Quand ta direction est posée à plat sur le châssis et que ta cellule avant est comme ça, la distance ici n'est forcément pas la même que si tu as un châssis plat et la cellule posée à plat. Ça change tout, donc il faut modifier les pièces ou faire par exemple comme Serpent qui a triché, qui utilise une cale sous la direction. Une solution pas mal en fait. Beaucoup de gens étaient étonnés que ce châssis arrive justement du buggy avec le kick-up, mais ne soyez pas étonnés puisque quand on revient par exemple sur la Mugen MGT7 qui est basée sur le buggy MBX7 qui a aussi le kick-up, c'est le même châssis, et ben, a connu un grand succès sur circuit. C'est que ça fonctionne. Ça reste une référence dans la matière tenue de route, efficacité du châssis, tout ça. Il n'y a donc pas la moindre raison qu'ici ça soit différent. Contrairement au buggy, nous avons des tourelles plus courtes. Elles sont en carbone. Les amortos sont plus allongés. Nous verrons, quand nous mettrons ces amortisseurs en fonction, si on a toujours le même vieux problème qui ne me plaît pas spécialement sur ces amortos. Il n'y a pas que Obitech qui fait ça, l'OSI fait la même erreur sur les kits RTR. Quand sur pleine compression, on a l'écrou nil-stop qui tape la membrane. En GT, c'est pas important puisque tu n'arrives pas à des débattements aussi importants. C'est surtout sur le buggy. Là, il n'y a aucune raison. Solution simple, toujours, bien sûr, mettre un petit caoutchouc de butée sur la tige pour éviter que ça rentre à fond dedans. On a la platine supérieure qui est en carbone, les cales de train, ou en graphite, ou au moins avec un espèce de logo dessus. On verra ça en démontant. Je ne suis pas allé m'enseigner plus loin. Moi, j'ai juste vu la photo que je vous montrais derrière sur la boîte.
et ça m'a plu, tout simplement. Le prix, 550 euros, c'est sympa puisque les suivants sont à 650. Enfin, je crois qu'à S-Works, ils sont dans les 606, je crois ça, 620, 650 euros, corrigez-moi si je me trompe. Et les autres, après, ça s'envole, 650, 700, 750. Il y avait Hongnor qui avait la X1 GT. Hongnor a été racheté par HSP, donc là, c'est mort. Les prix aussi sont complètement différents. Et à savoir que même si elle était à ce tarif-là, la X1 GT était de base cale de train plastique, pas de diff centrale, etc. etc. C'est quelque chose aussi que je ne suis pas trop fan sur beaucoup de nouvelles GT, l'absence de diff centrale. C'est vrai que ça privilégie la motricité sur les 4 roues à l'accélération, mais au freinage, ça te déséquilibre plus rapidement l'arrière. Je préfère largement avoir un diff. Ce qui est super sympa, évidemment, c'est d'avoir un diff Torsen au centre, ou un autobloquant, ou LSD, tout ce que tu veux comme système qui existe. Ou Tractile, tu as un tas de choses. Mais déjà, avec 3 diffs de base, on peut faire pas mal, juste en mettant les huiles adéquates à ce que tu veux obtenir comme réaction de l'engin. Contrairement au pistard pur et dur, moi j'aime bien rester sur quelque chose de relativement détendu. Je mets 150 000 à l'avant, 300 000 au centre. Beaucoup font du 300 000, 500 000, 500 000, 500 000, qui mettent 1 million, 2 millions. Mais ça donne un véhicule hyper efficace, mais je trouve moins réaliste dans la conduite, puisqu'on a le train arrière qui se balade derrière le train avant. Et moi j'aime bien quand même garder des courbes relativement fluides, tout simplement. Ce que j'ai remarqué sur ce châssis, en voyant les photos, c'est qu'on a récupéré le pare-choc avant de la STR8. Ça, c'est quelque chose qui me chiffonne un peu pour l'instant sur le papier, parce que ce pare-choc n'était pas solide du tout. Côté quand même une quinzaine d'euros, contre 8 à 10 euros pour les concurrents. Cassé rapidement. Là, il a reçu un renfort avant. Pourquoi ils l'ont fait en carbone ou en graphite, ou comme dit, on verra ce que c'est comme matière quand on l'aura déballé. Parce que c'est plus simple à faire que de refaire une pièce moulée en plastique. On s'attendait tous à avoir une pièce moulée en plastique pour absorber le choc, comme le font tous les autres. J'ai opté pour cette solution. On ne sait pas encore si c'est bien, mais c'est pas forcément mal. On n'en sait rien. Je suis curieux aussi de découvrir le poids du véhicule quand il sera fini. C'est clair. On a toujours les plots de carreaux ici, aussi qu'on avait de la STR8. Donc là aussi, on va se méfier parce qu'on avait des casses avec ce genre de plastique. Les plots qui sont devant sur le pare-choc, c'est un grand classique, mais pas de plots ici. En GT, je vous conseille vraiment absolument de mettre un plot ici, parce que la carreau, sous les effets de l'accélération et de la pression du vent, et ben, le pare-brise est vraiment grand, ça pousse sur le bas. On obtient toujours une pliure ici à ce niveau-là de la carrosserie par rapport au châssis. Et ça bouge et ça travaille, vous l'avez vu sur, par exemple sur la BMT. Donc rajouter un petit plot ici au centre, ça c'est quelque chose qui me manque là. Mais c'est vite fait, c'est pas un problème. On a le train avant rotule, qui a fait ses preuves aussi. On a la bonne vieille platine radio ici, on le reconnaît tout de suite, pour ceux qui connaissent la marque, avec le cerveau en travers, et la boîte radio derrière qui est trop près du pignon moteur. Pourquoi je dis trop près? Parce qu'il y a beaucoup de moteurs, dont l'axe est un peu trop long, donc tu vas aller taper dans la boîte radio. Ce que font la plupart évidemment, c'est de percer un trou dans la boîte radio. Elle n'est pas de toute façon pas étanche. Il suffit de mettre un ballon autour de ton récepteur si vous roulez dans des conditions mouillées, c'est pas très grave. Certains iront couper carrément l'axe moteur. Chacun fait comme il a envie, évidemment. Tu as acheté la voiture, tu as le droit de vie, et de mort et de destin atrocement dégueu sur ta machine. Typiquement pour la GT, bien sûr, ici représenté un petit variateur 4S avec un moteur de 68. Moi, évidemment, je vais mettre un moteur de 74 et on va très certainement rouler en 6S aussi, cette machine. Pour aller plus vite que les gars en 4S, et ils bombardent sévère. Mais regardez, une chauffe, une autonomie raisonnable. Et l'abonné m'a signalé que maintenant en GT8, en catégorie châssis long, ils ont droit au 6S parce que les compétiteurs aussi, justement, on en a marre de tout cramer en 4S. Et c'est eux qui roulent, donc c'est un peu normal que la fédération va dans le sens des pilotes à un moment donné, sinon ça coince. Bien. Ouais, on va s'étaler sur la boîte, parce que regarde, ils l'ont quand même fait sympa cette boîte. RR, c'est pas pour Romano Replica, rien inventé. Donc ici, on reconnaît le châssis qui remonte, rattrapé à plat par le pare-choc, ce qui est pas plus mal aussi. Sur les châssis plats avec les pare-chocs plats, on a remarqué quelque chose, c'est quand tu tournes, quand le châssis va plonger un peu gauche-droite, c'est qu'on va aller chasser, on va aller très très vite frotter ici là-devant. Donc ça, on verra à l'usage. Évidemment,
là, on a les specs. Donc, on a des couronnes et des pignons d'attaque en 13,46. On a un ratio global de 12,15 pour ceux qui sont intéressés par ça. C'est vrai que j'en parle jamais parce que moi, ça me préoccupe pas. Si j'ai du cogging, je suis trop long, je mets un pignon plus petit. Si je mouline dans un smoule, je mets un pignon plus gros. Moi, je ne cherche pas à comprendre. On a un anthrax ajustable de 321 à 329 mm. Longueur, hauteur, c'est le châssis à poil, tu ne peux pas parler puisqu'il y a la carrosserie qui va par-dessus. Ce qui est important, évidemment, c'est ici l'anthrax. Hein? Et là, on a assez causé du carton. Non, il y a encore un bout. Il y a encore un bout. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas allé voir qu'est-ce que toute cette machine est fabriquée en France ou non. Qu'est-ce qui est usiné uniquement en France, parce qu'il y a des matériaux évidemment qu'on ne fabrique plus en France depuis bien longtemps, malheureusement. On a tout laissé déléguer aux Chinois pour que certaines personnes s'en mettent un max dans les fouilles. Et résultat, maintenant on paye les pots cassés. Alors, on va le tourner là. Renfort de pare-choc en aluminium anodisé, noir et gravé laser. Donc c'est pas du graphite ni du carbone, c'est une pièce en alu. La vache. Celle-là, je m'y attendais pas. On a les cales de train aussi. Donc, support avant de triangle aluminium anodisé noir gravé laser. Avant-arrière, la platine supérieure, le châssis et les cales de pincement et de cabrage. Donc, montage classique vissé à la cellule. Et là, tu mets des cales en plastique à l'intérieur pour pouvoir changer l'angle des axes. Évidemment, à l'avant aussi. La transmission aussi, un grand classique maintenant en GT ou Buggy 1.8 avec tous les CVD. Ça, c'est cool, sorti de la boîte. Et là, on a assez papoté de la boîte. On va aller pouvoir faire ça. Donc, j'appelle évidemment ici tous les fans et les amoureux de Hobbytech de commenter. Hein, vous êtes tous bienvenus ici. Au sujet de tout ce que vous savez, tout ce qui a été modifié. Moi, ce qui m'intrigue, c'est les plastiques. Comme dit ce pare-choc sur la STR8, j'étais pas content avec, les plots de carreau non plus. Mais beaucoup de gens m'ont dit les plastiques des triangles déjà ont évolué depuis la génération que toi tu avais. Parce qu'on cassait aussi, c'est vrai que sur les touchettes, on cassait les triangles, alors que sur non, on ne cassait pas les triangles à l'époque. Et les choses ont évolué. C'est ce que nous verrons. Donc la notice, on ne va pas s'attarder dessus, puisque ça, on le fera au moment du montage du kit. Ce que je voulais voir avec vous, c'est ça. On a donc une direction qui est montée sur roulement à billes. Tu vois, des roulements épaulés ici dans la direction. On a ici des écrous spécifiques et des contre-écrous spécifiques. Donc attention de bien mettre du frein filet parce que si ça se desserre, c'est perdu. C'est Mimi, c'est rare, c'est la même merde, puisque on a ici une encolure qui rentre ici dans la bague inférieure, donc tu peux pas juste mettre vis écrou. Ou alors faut t'amuser avec des cales et tout ce qu'il faut. Hein. La corne de cerveau est prévue multi-cerveau, elle a à l'intérieur un insert pour mettre des embases plastiques. Ça devrait largement suffire en GT. On a a priori ici une denture droite sur couronne pignon d'attaque. Montage du diff aussi classique. Alors, roulement aussi standard, 8 par 16 par 5 sur les diffs, sur le pignon d'attaque, parce que ça c'est bien. Standardisation des roulements, je suis parfaitement pour. Sur les portes fusées aussi. C'est génial. Ça, c'est vraiment cool. Les dessins sont vraiment, hein, ils n'ont pas été de main morte. Hein, c'est vraiment grand, c'est vraiment très lisible. On a les références des pièces. Moi, il faut dire que j'aime bien avoir les références et les dimensions. Évidemment, les dimensions sont détaillées derrière avec les rêves des pièces. Montage de bar stab aussi relativement standard. On verra aussi ce qu'ils ont fourni avec en bar stab niveau balèze ou pas. On a des arrières de 110, des armements de 93. Alors en GT, je trouve toujours un peu ça étrange, parce qu'on n'a pas besoin de plus de débattement derrière que devant. En fait, tu pourrais mettre 4 amortos de la même taille, mais il y a beaucoup de marques qui font ça, et au contraire, très rares sont les marques qui font des amortos de taille identique avant-arrière, par maintenant BMT, enfin sur l'ancien châssis, sur le nouveau, ça ne sera plus le cas non plus. Évidemment. On passera aussi, au passage, évidemment, on verra aussi la qualité de la visserie. De ce côté-là,
j'étais content, perso, pas de problème. Et rien de plus pour l'instant. Très bien. Maintenant, on va aller sniffer un peu tout ça pour checker la qualité. Alors, pièce principale de ce kit, évidemment, et de cette série spéciale. Il faut me dire aussi, hein, là, j'ai encore fait un setup caméra un peu différent. On est toujours en 1080 par 30. Mais j'ai zoomé un peu plus grand. Par contre, j'ai reculé le téléphone, ce qui me permet d'avoir un grand champ d'action ici. Vous me voyez bien de là jusque là. J'ai pu avancer l'établi en avant, puisque ici, on a les néons qui, dans la config normale, faisaient une espèce de halo de lumière étrange sur ma Frimousse. On a mis les lumières partout pour avoir de la bonne lumière. Je remercie tous ceux qui participent, puisque Tony, moi je suis, c'est un point très important pour moi. N'oubliez pas, je ne suis pas youtubeur. Je suis un gars qui aime faire de la RC, qui aime juste partager pour montrer à quel point ça peut être simple et facile de faire de la RC dans n'importe quelle circonstance, n'importe où, et comment réparer très facilement aussi les choses. Tous ceux qui participent donc pour me dire ouais effectivement là t'as la pomme trop éclairée, le son est pas bon, ça résonne trop, c'est trop sombre. Tout ça, c'est très important. Merci à tous ceux qui participent. Le châssis que je voyais franchement plus léger. Alors, celui-là, il est usiné chez nous. Alors l'alu, il vient pas de France, il me semble. Si, on va voir ça, c'est précisé dessus. Donc, un joli gravage laser, hein, ça c'est beau quand même, puisque ici on a l'anodisation dessus ou le traitement de surface, qui ce coup-ci a l'air vraiment aussi méchant hein, sur ce châssis par rapport à l'ancien. Série limitée, effectivement, 84 sur 100. Vache. J'ai eu chaud, hein. J'ai demandé à temps, sinon j'en avais plus. Conception et fabrication française, écrit en 3 langues, mais ça ne nous en dit pas plus. Si c'est de l'alu français ou ailleurs. Ça, il faudra voir évidemment sur le site. On a ici un petit ergot rigolo. Ça, on verra au moment du montage du kit à quoi il peut bien servir ce truc-là. Ça m'intrigue maintenant. C'est peut-être une patte supplémentaire puisqu'ils ont changé le bac à batterie. Ici, on a le montage du bac à batterie. On a les vis pour le bac à batterie. Pour la platine derrière du Vario pour pas que ça se balade. Mais ça, on verra au moment du montage du kit. Hein. Là, je ne le sais pas encore. Et c'est normal. Hein. Si, c'est l'arrière, c'est bon. Ouais. Après, le kick-up, tu vois, il n'est pas très grand, finalement. Hein. Et je crois que par rapport au buggy, ici, on a quand même une différence, puisque le buggy, normalement, n'a pas cette pièce en plus. On a ici un morceau en plus, évidemment, pour mettre le pare-choc de la GT par rapport au buggy. Donc, c'est quand même pas le même châssis. A priori, à fortiori. Alors, tout a été mis dans des petits sachets. Bien séparés. On a ici la direction, la platine supérieure et le renfort de train avant. Donc, les sachets ont été faits par zone. On a, comme ça comprend la direction aussi, les petites pièces pour le cerveau ici, pour le sauve-cerveau. La corne, ou le palonnier de cerveau, appelez-le comme vous voulez. Les vis. Je ne vais pas tout ouvrir pour éviter d'en avoir partout. Sont pas dedans, les vis sont là, dans un sachet à part. Voilà, on a un sachet à part avec les vis. Un petit rajout de vis ici 4 mm qui a été fait par après. Peut-être une petite modif ou un oubli au départ. On a les vis qui sont classées dans les sachets par taille. Donc on n'a pas de sachet par zone, en fait, on a des sachets par taille. Donc ça c'est pratique, si vous prenez une petite boîte avec des casiers, vous pouvez le mettre dedans, laisser le sachet complet dedans, comme ça vous voyez la taille. Vous recopiez votre truc, mais ça on en parlera au moment du montage du kit. On a diff central complet, donc avec les noix ici, avec la belle anodisation bronze, allégée. La couronne a l'air d'être une couronne de diff standard, par contre c'est pas l'option, je crois qu'il y a une option là-dessus, les petits fans, dites-moi ça, hein. Les fans Obitech qui savent tout, qui avaient déjà tout, n'hésitez pas, c'est là pour ça, c'est une chaîne de partage, hein. On découvre ensemble,
Donc, mettez votre grain de sel, amenez votre savoir, parce que ça va aider tout le monde. Là-dedans, nous avons de quoi faire clairement le train uniquement arrière ou avant. Alors ça. Enfin, un des deux trains. La barre stable, la vache, la barre stable, je ne vais pas rigoler. Hein. Je vais te la sortir de là, regarde. C'est clair. Oui, je sais pas pourquoi je vise toujours là-bas, c'est l'habitude. Est-ce que tu vois bien là? Hop, mise au point. Mise au point, mise au point, mise au point. Ouais, je vais vous le faire à chaque fois, c'est pour contrôler. Donc la barre stable méchamment balèze. Les biellettes, les chapes et tout ce qu'il faut. Là, on a le pare-choc avant. Alors ça, je vais ouvrir. Alors, je ne suis pas allé voir si ce pare-choc a toujours la même référence que l'ancien de la STR8 EP. Non, on est mieux. Hein. Franchement, j'ai pas l'impression que ça a changé. Parce que l'autre, tu faisais ça et t'arrivais à le péter. En fait, hein. Le point faible a toujours été la fixation ici de ce pare-choc. En fait, uniquement, il était fixé uniquement là. Donc dès que tu impactais, déjà ça remontait. Donc tu le craquais ici. Et en plus, tu cassais systématiquement ta carrosserie. Puisque tu la pliais justement au niveau du montant du pare-brise. Parce qu'il n'y a que les plots de fixation là. Perso, moi, j'avais modifié en utilisant le même support qu'à l'arrière sur la tourelle avant pour fixer ma carreau à la tourelle uniquement devant la mousse. Donc on verra ça au moment du montage. On va sortir cette pièce là-devant. Le pare-choc aussi, la vache, ils ont prévu large. Voilà, ils ont un bout de mousse, les gars. Alors là, ils n'ont pas rigolé. Hein. Ils ont mis du matos. Mais ça, c'est bon pour de l'avant de FG, ça. Parce que la plupart des autres sont allés sur plus fin. En plus, on a, regarde, on a de quoi faire le plot avant comme le plot arrière. Ça, c'est cool. Là aussi, on verra si les plastiques ont changé ou pas. Là, sur des fois les retournements, après, si je la règle en GT et pas en rallye, non, les retournements, ça ne devrait pas arriver. Vous avez vu, ce circuit ne se retourne pas vraiment fréquemment. Hein. Ça arrive quand tu fais des touchettes et que tu touches roue dans roue. Là, oui. C'est le moment où ça arrive, les roues se touchent les unes les autres, un véhicule est catapulté par rapport à l'autre. C'est Mimi, c'est rare, c'est la même merde. Là aussi, ah ouais. Ouais, ça m'a clairement l'air d'être autre chose. Hein. Et donc cette petite pièce avant qui m'intriguait. Moi je pensais sur l'image qu'on avait ici une petite plaque en carbone, toute simple, reliée à la cellule pour éviter de devoir faire un moulage d'une pièce. Celle-là, elle est bel et bien fabriquée en France. On a vraiment un avant de pare-choc. C'est des fous. Alors, utile, c'est pas, c'est clair, mais vache que c'est beau quand même. Hein. C'est les petits détails qui fait que voilà. Les petits écrous de roue qui vont avec. Ceux-là, on sait tous d'où ils viennent. Mais voilà, on n'en veut à personne, évidemment. Bien. Alors, on va ranger tout ça. Lui, il rentre plus. Là, on a le matos pour faire le train avant. Oh, regarde. On a les écrous qui tiennent le train en rotule aussi, qui ont des petites couleurs dessus. Ça allait faire un petit gravage là aussi. Celles-là aussi sont en alu. Les leviers de direction en alu eux-mêmes. Oh, ça va être chouette ça. Hein. Ouais, Pierre-Yves, hein, je sais, ouais, c'est vrai que fin. Pierre-Yves, là, il est. Eh oh, t'as pas le temps, de toute façon, tu ferais mieux de me l'envoyer. Je m'en occupe. Je vais te faire les vidéos de montage, je vais te faire ça carré, tu vas voir. Hein, c'est du matos français. Espèce de gros boche de blond, touche à rien. Les bavettes latérales aussi. Bien flex avec le logo buté. Le nouveau bac à batterie, bon, certains le connaissent déjà, du buggy. Moi, j'ai pas eu le buggy en main. Donc, je ne sais pas. Il y en a qui gueulent, il y a plein de choses, tu sais pas. Et ouais. Et ouais, ça, par exemple, je savais pas. Tu vois, regarde, ils ont fait la platine du Vario en charbon. Et, comme ils savent que la plupart des Vario Hobby Wing ont
des vis de fixation par le dessous, ils ont préparé le tien pour pouvoir monter XR8 plus, XR8 Plus Pro et tout ça. N'oublie pas que Connect, rebadge l'électronique Hobbywing au niveau notamment des variateurs. Les moteurs, par contre, sont les Vario SkyRC Taurus. Pas SkyRC, Surpass Taurus, qui sont vendus donc sous Connect Elite. Évidemment, tu veux tout acheter chez eux, fais-toi ce plaisir. Les prix sont cohérents. Et je comprendrais parce que tu veux mettre du orange partout. Parce qu'on a là le palonnier de cerveau orange. Moi, je vais l'enlever. Et je vais tout passer, je pense, en noir. On verra ça. Ils ont prévu aussi de quoi passer du Rilzan. Quand même. Hein. Et donc évidemment, ceci, comme on l'a pensé tout à l'heure, est prévu parce que ça doit pouvoir se monter quelque part par là. Bouge pas. Yeah. La platine pour le Vario est séparée du bac à batterie. Tu vois, elle est posée là derrière. Contrairement à l'Ozi, souvenez-vous, qui nous avait fait dans le Lozi, dans le SCT et dans le Buggy, rien. Pour fixer ton Vario, démerde-toi. Eux, ils l'ont fait. C'est la petite différence, tu vois, qui fait précisément la différence. Ça, j'aime beaucoup. Ce petit truc en plus, comme ça. Donc, la boîte radio habituelle, comme dit, là, on verra ce qu'on fait. On va très certainement aussi la modifier pour pouvoir passer tout ça. Et à ma grande surprise, là aussi, on a des amortos prémontés. Alors ça, c'est marrant. Celle-là, tu vois, je m'y attendais pas maintenant. Alors, on te livre, ça aussi c'est étrange, des cales pour les ressorts de suspension, mais c'est les anciens Lamorto qui avaient ces cales, pas les nouveaux. Eux, ils sont filetés. On reçoit quand même en plus encore les bagues qui vont avec ça, parce que ça va avec les cales. Alors peut-être qu'ils ont prévu les deux pour ceux qui veulent virer la vis de réglage et utiliser les clips. Pourquoi? Parce que les clips, ça va très vite. Tu n'es pas obligé de mesurer. Si tu mets 4 mêmes clips ou 2 mêmes clips par paire, forcément, tu auras le même réglage. Tu n'es pas obligé de t'amuser à chercher de midi à 14 ton réglage précis. On a par contre une paire de tiges d'amorto en plus pour l'arrière et une paire de pistons, non, deux paires de pistons en plus avec les petites cales qui vont, par contre celle-là on en aura besoin, qui vont là-haut. Alors il y a plein de marques qui utilisent ça avec les capuchons à lui. Le petit insert en plastique qui ensuite on met la vis devant. Je suis pas over fan parce qu'on a très vite du jeu à ce niveau là-bas. Après ça fonctionne donc c'est pas important. La morteau simple et sobre avec des petits soufflets. Ça me plaît, tu vois. Pas le gros soufflet à la noix qui va jusqu'en bas qui est très moche. Juste un petit soufflet racleur en fait. Comme de toute façon l'avant est protégé et l'arrière a les petites bavettes sur le train arrière pour éviter projection de saleté à ce niveau-là. Et maintenant il y a un truc que je vais vérifier. On a 4 amortos de la même taille. On a 4 amortisseurs de la même taille. On a des tiges en plus. Donc soit ils étaient partis de conception de base avec 4 mémoires mortaux, mais sont peut-être rendu compte qu'à l'arrière, avec 4 mémoires mortaux, on était trop bas. D'où des tiges plus longues pour modifier pour l'arrière. On fera évidemment l'essai. Mais très probable que ce soit pour ça, pour pouvoir allonger un max la morteau et que sa longueur finale suffise quand même à ce que l'engin ait une garde-sol équivalente avant-arrière. On a un amorto classique avec une membrane. Le petit trou ici pour sortir l'huile. Et on va tester quelque chose. Ouais, c'est bon. Regardez, couper le monter, on n'arrive pas. Tu vois, on est loin d'aller percuter le haut de la membrane. Donc là, on est cool. On a les pistons en plus qui sont apparemment en nylon. Sauf
sauf si c'est du PVC blanc. Après, c'est une GT, c'est pareil, hein, pas de souci avec ça. Ça, c'est cool. Alors, je m'attendais pas que ça soit pré-monté déjà, c'est rigolo ça. On a toujours les vieilles rotules carrées qui emprisonnent évidemment la coupelle qui est aussi carrée. Pourquoi? Eh ben, ça évite quand tu visses, c'est tout bête, hein. Mais là, on est fixé en bas. Il y a plein de bagnoles où quand tu vas tourner, ça va tout tourner avec, le soufflet avec. Si ici, c'est une pièce vissée, ben, ça va se dévisser. On a tous vu ça, le bas de la morteau qui allait se barrer. Après, c'est être amusé à régler suspension. Parce qu'en travaillant sur la bague de réglage, on a tout simplement dévissé le capuchon à l'intérieur. Alors, je vais t'enlever de là sans te déglinguer. Bougez pas. Un tournevis un peu émoussé là. Ici, on a toujours les bons vieux amorteaux avec le circlips. Technique ancestrale qui fonctionne à merveille. Alors rien que ça embête ce petit circlips. D'un autre côté, contrairement aux pièces vissées dessus, ça bouge jamais. Tout simplement. Hein. Donc c'est pas plus mal. Il y en a plein qui vont aussi les démonter parce qu'ils savent pas s'il y a de l'huile dans le joint ou pas. C'est jamais 100% étanche. De toute façon, même si on met de l'huile en haut, à un moment, elle va se retrouver sur la tige, elle va passer à travers le joint, c'est pas un problème. Sinon, au pire, tu enlèves le joint, tu mets un peu d'huile là-dessous ou de graisse si tu as envie sous le soufflet, tu refermes ça. Après, si tu veux aller au détail, ouais, tu peux bien sûr t'amuser à tout démonter et tout faire à ta sauce. C'est ta bagnole. Moi, je vais les remplir. Et les huiles. Les ressorts ont l'air relativement fermes, pas aussi fermes que ce qu'on est habitué d'avoir sur les autres GT. On est un peu sur ce que fait Obao. Donc là, les derniers ressorts Obao, ils sont bien, ils sont vraiment plus durs. Parce qu'avant, sur les autres, c'était un peu moyen. Après ça, de toute façon, comme dit sur la piste, on a beaucoup moins de mouvement. Et on verra le reste avec l'huile qu'on utilise. Je vais vite jeter un coup d'œil aussi dans la notice. On a aussi quelques stickers encore qui vont avec. Là, on en aurait aimé un peu plus. Un peu plus et plus classe. Un peu comme la boîte. Tu vois, ça aurait été franchement super cool. On a, attention, le petit certificat d'authenticité, série effectivement, définitivement limitée à 100 exemplaires. Et j'ai bien la numéro 84. Ça aurait été rigolo d'avoir la 68, hein. Ou la 77. Qu'est-ce qui m'était arrivé en 84? J'avais 7 ans. J'ai reçu mon grasshopper. Enfin, je suis allé m'acheter mon grasshopper, je crois. J'avais 7 ou 8 ans par là. Et je vais reprendre rapidement la notice. On va jeter un coup d'œil. S'il préconise quelque chose en huile. Alors, qu'est-ce qu'il nous préconise en huile? Alors, ils font toujours encore la carrosserie GT Obitech. Je ne sais pas s'ils font toujours encore les prépeintes ou non. Perso, tous ceux qui avaient les prépeintes à l'époque pourront vous le confirmer. Les prépeintes étaient une catastrophe. Il y avait un souci, je ne sais pas si c'était avec la peinture, le séchage ou autre, mais elles cassaient très rapidement. Moins d'impact fissurait les carreaux, alors que les carreaux non peintes tenaient franchement bien le coup. La DS3 est une des carreaux de Rally Game qui m'a tenu le plus longtemps. J'espère que Obitech va ressortir la carreau de la DS3. Après, c'est une histoire évidemment de droit. Je ne sais pas si ils peuvent plus les faire ou autre chose. Après, évidemment, Obitech, on n'aurait rien contre si tout d'un coup, vous nous sortez des nouveaux modèles. Je ne sais pas ce qu'ils font en rallye en 208 et compagnie ou 2000, je ne sais pas quoi, je suis plus en fait ce qui se passe en automobile. Vous allez me dire, ah, tu es mécano, ouais, mais je travaille sur les vieux coucous, moi. Pas sur ça. Ça m'a saoulé l'électronique et les caches en plastique à gogo. Alors, on n'a pas d'indication sur les huiles. Alors. Ah, ils ont mis un petit tableau sympa, selon la motorisation en 4S, même en 6S. Les pignons conseillés, ça c'est pas mal.
Ils sont allés jusqu'à 2900 kV en 4S, la vache. Mucho, hein. Ils te préconisent, tu vois, du coup en 6S. Ouais, enfin 2900 kV en 6S. 3000 x 6, ça va faire mucho kV. Alors à voir peut-être. Je sais pas, parce qu'aux États-Unis, je sais qu'ils font des courses indoor sur des circuits relativement petits, même en 1.8. Ils utilisent des moteurs un peu d'une taille, c'est plus petit que du 40-68, c'est plus petit en diamètre. Quelqu'un fait une série de moteurs spéciales pour ça. Je sais pas s'ils sont basés sur ça ou pas. Non, ils te disent juste de mettre de l'huile, ils te préconisent rien. Donc c'est à toi de faire ta sauce. Ce que je peux vous dire, c'est que si, par exemple, tu n'y connais rien, demande un peu autour de toi aux gens. Évite les gens qui te disent il faut faire ça. Écoute les gens qui te disent moi je fais ça ou je te conseille de faire ça. Ceux qui te disent il faut, ils n'ont rien compris à comment communiquer avec les gens. Là, on a un setup avant-arrière 5000, 2000, 3000. En compétition GT, j'ai jamais vu personne rouler avec ça. Tous les compétiteurs que j'ai demandé m'ont donné des setups 100 000, 200 000, 300 000, 1 million, etc. À l'arrière, oui, peut-être. Ça, par contre, c'est typique buggy, hein. Je ne sais pas si c'était juste un exemple basé sur ça. À voir. Suspension, par contre, devant, regarde bien. La 2000 en W à l'avant. La 2000 en W, ça fait à peu près... C'est énorme, ça fait de la 3000 à peu près en CST. Ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu extrême maintenant. 3000. 2000 CST, je veux bien y croire. 3000, c'est ce qu'on a mis, par exemple, à l'avant dans les Arma. C'est infraction et compagnie, parce que c'est vraiment trop mou devant. Mais ça fait un peu plus de 3000, la 2000V. Ça me paraît étrange. Donc pareil, ceux qui savent, vous me dites, hein. Donnez-nous ça, les gars. Hauteur de caisse, 9 mm à l'avant, 11 mm à l'arrière. Je vais plutôt être, à mon avis, vers 20 et 22. J'aime bien rouler haut. Ouais, on perd des temps autour et tout, mais je déteste frotter mon châssis par terre. C'est trop dommage. J'ai les Traxas quand je veux massacrer du châssis. J'ai pas envie de massacrer le joli châssis Obitex sous là. Hein, quand même. Ceux qui ont déjà monté le kit, si vous avez constaté quelque chose de marrant, de trucs qui n'est pas clair pour vous dans la notice, de choses que vous conseillez de modifier autres, signalez-le bien sûr immédiatement. On a aussi 4 petits. C'est quoi ces petits jouets en plastique? On a ici 4 petits trucs en caoutchouc. On verra à quoi ils servent. On verra. Donc moi, je vais me faire plaisir. Je vais monter ces pièces tranquillement. Comme ici j'ai le temps, je le ferai avec vous. Mais on a déjà fait, je crois, suffisamment de montage de kit pour pas revenir sur comment monter les diffs. Si tu arrives sur cette chaîne et que tu me dis ah non c'est dommage, je voulais savoir comment monter les diffs, tu vas dans les playlists montage kit. On l'a expliqué 300 000 fois. On a plein de types de diffs différents avec de différentes astuces parce qu'ils sont pas tous identiques. Voilà. Parce que là, moi, je viens mettre mon petit heavy metal, m'asseoir sur ma petite table en haut, un salon, tranquille, avec ma chérie qui sera à côté en train de lire. Bon, oui, je mettrai heavy metal dans les oreilles du coup, parce que si elle lit, ça va pas aller. Et voilà. Dites-moi donc, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est au niveau de l'image pour vous et du son pour vous. Je pense que le micro posé arrière que sur moi est la meilleure solution à cause des vibrations sur la cage thoracique. Le son, j'ai vite fait un essai avant qu'une autre vidéo, le son était beaucoup plus fluide avec le micro ailleurs que sur moi. On entend toujours le bou de ma voix et tout le reste. Et les petits gargouilles, et les petits pétous et les rotous. C'est la vraie vie ici, n'oubliez pas. Je suis pas là pour faire le show, je suis pas là pour vous montrer des trucs de dingue. Je veux juste partager ce que je fais et j'ai envie
que vous partagiez avec moi. Les mecs, je veux voir les jobs, je veux savoir ce que vous roulez. Sur chaque vidéo, n'importe où, hein, exprimez-vous les mecs. Là maintenant, on parle de GT et de Rally Game. Qu'est-ce que vous roulez? Quel est votre setup? Quels sont vos réglages? Quels sont les conseils qui vous ont été donnés? Est-ce que vous les appliquez? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que, une fois que les conseils que vous a donnés, que des pilotes, si vous êtes sur Kiwi, on peut vous donner, vous êtes content ou pas? Ou est-ce que vous n'êtes pas content? Nous, on a l'exemple ici, hein, c'est super, au SAM 68, on a des gens qui roulent, qui ont du niveau de compétition, qui partagent volontiers avec les nouveaux venus. Euh, Ils ont donné par exemple un setup sur la Obaou Hyper VT de Seb de 500 000 devant, 300 000 centre. Quelque chose que. Non, pardon. Si, 500 000 devant et 300 000 au centre, qui me paraît, tu vois, pour moi, étrange. Après quelques tours, le temps de s'habituer, le temps que ça se libère un peu tout ça, et ben on s'est rendu compte qu'ils avaient raison. Évidemment, super efficace. Il commence à nous attaquer des méchants chronos, Seb. Donc à l'arrière très détendu, 5000 par là, je crois 5 ou 10 000. Au centre, 300 000, devant 500 000 sur la VT. Sur les suspensions, par contre, eux, ils étaient partis sur un setup un peu plus souple, où là, il n'était pas trop à l'aise sur les changements de position au virage. Et là, il est plutôt parti sur le setup que moi j'ai l'habitude d'avoir, c'est donc d'avoir des huiles très dures à l'intérieur, même si tes ressorts ne sont pas super durs, puisque la voiture doit juste compenser les mouvements de caisse. Les suspensions doivent juste compenser les mouvements de caisse et absorber un peu le squat à l'accélération pour laisser les roues avant par terre pour partir proprement sur les quatre roues. Donc avec ce mix de réglages, donc typiquement ce qu'ils font en diff pour les compétiteurs, plus ce qu'on fait en suspension nous en rally game, et ben il est à l'aise, tu vois, parce que chacun a ses petits trucs où il est à l'aise ou pas. Donc moi, je vais j'ai envie d'un autre côté faire ce que je fais d'habitude parce que je sais que je suis content avec. D'un autre côté, c'est peut-être le moment justement d'explorer autre chose. Puisque moi, je vous l'ai dit, quand j'ai le poids relativement devant, je roule 150 000, 300 000, 5000. Et c'est peut-être le moment de grimper un petit peu. Peut-être 300 000, 300 000. Peut-être pas aller à l'extrême de 500 000 devant, je ne sais pas encore, on va voir ça. N'oubliez pas que quand vous mettez des huiles très dures dans vos diffs, vous stressez là. Hein. N'oubliez pas. À l'avant, généralement, ça se passe mieux à l'avant qu'à l'arrière. Pourquoi? Parce que les roues avant vont patiner plus que les arrières sous l'effet de couple, sauf si tu as vraiment de l'huile très très dure au centre. Résultat, c'est le cardan arrière et la noix de cardan entrée-arrière de diff qui morfle. Si l'huile est trop dure aussi, il y a aussi beaucoup plus de stress sur couronne et pignon d'attaque, donc pensez à bien caler vos diffs quand c'est nécessaire. Je répète encore une fois, c'est ce que j'aime bien chez Obao et Traxxas. J'ai jamais calé de diff chez Obao et Traxxas. Tu les clips dans la boîte et ça marche nickel. Tous les autres, il faut toujours mettre une tonne de cale. Là aussi, j'ai expliqué pourquoi, pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de constructeurs qui font des couronnes et des pignons d'attaque de dentures différentes. Donc, il faut différents espaces. Puisque tu as un pignon d'attaque plus gros, il va être plus près de la couronne, donc il faut que tu puisses écarter ta couronne suffisamment. Et quand tu vas mettre ton petit pignon d'attaque, et ben là, il faudra ramener le diff de l'autre côté. Forcément, il faudra caler plus. C'est clair, mais je préfère jouer sur la démultiplication ici, hein, au centre, que de m'amuser dans les diffs. Moi, je suis globalement pour des diffs à grosses dents. Moi, je suis pour qu'ils mettent tous du 29,9 partout. Basta. 29,9 partout et tout le reste modifié ici à la transmission principale. Si besoin est, pour les engins avec les plus gros, plus grosses, d'avoir un arbre intermédiaire. Et comme le Losi 3XL, tout simplement, on a un arbre intermédiaire ici pour démultiplier encore une fois ici sur une espèce de mini boîte, c'est faisable, il y a largement la place de rajouter un arbre intermédiaire si besoin. En GT, évidemment, il n'y a pas besoin, c'est l'inverse. Là, en général, on descend les tailles de couronne pour être bien. On manque de nouvelles aussi des gens du milieu du nitro et de l'essence, parce que nous on parle toujours brushless ici, mais ça ne vous empêche pas, vous les fans de nitro, de commenter en dessous. Par exemple pour l'étagement de transmission. Euh, Si vous utilisez des couronnes plus petites, parce qu'il y a plein de gens qui roulent les deux, hein, qui roulent le nitro et le brushless, qui pourront nous parler de leur expérience au niveau de la transmission. Puisqu'au niveau puissance max, on sort la même chose sur nitro ou en brushless. En piste, vous avez vu, ça bombarde méchamment les petits nitros. Il y a aussi des boîtes 2 sur les nitros pistes. Donc il n'y a plus de diff centrale, mais il y a une boîte 2.
Ce qui explique aussi donc, la bonne accélération et la vitesse de pointe énorme. Pour ceux qui se posent la question, oui, sur le brushless, tu peux monter un brushless sur ces boîtes 2. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas adaptées. Elles sont adaptées au tour minute du Nitro qui sont bien plus bas que les brushless, surtout en 6S. Nous, on joue avec du 60-70 000 tours minute. Enfin, sur les moteurs vraiment très performants, sur du 70 000. En général, on va dire, ouais, on se stagne entre 50 et 60 000 tours. Et les rapports de transmission sont prévus pour changer à plus bas régime. Évidemment, ça se règle. Mais je ne sais pas si on peut travailler sur des plages suffisantes ou alors s'il faut changer quelque chose sur ou pas. Est-ce que c'est vraiment utile en brushless? Ils ont tous laissé tomber parce que non, justement, on a un couple énorme en brushless et de 1 à 60 000 tours minute, la bagnole elle tire, donc elle n'a pas besoin d'un rapport de transmission supplémentaire pour arriver à la Vmax. De toute façon, ou alors il faudrait vraiment une grosse piste. Il faut vraiment une ligne droite monstrueuse pour devoir pouvoir utiliser ça, pour se retrouver dans des domaines pareils. Donc là, je vous invite tous encore une fois à remercier Cosmic pour la Caro, c'est le déclencheur. Obitech pour avoir sorti cette GT. Dès qu'ils ont sorti la RR21, j'ai commenté sur leur vidéo tout de suite. Est-ce qu'on peut l'avoir en GT s'il vous plaît? Ils m'ont dit voilà, voilà, pas tout à la fois, laisse-nous arriver. Et ils nous l'ont sorti. Ça c'est super. Et évidemment Projo High Tech. Parce que tu vois, j'ai vu la voiture, j'ai eu la carreau, je dis ah ouais bon, il a mis le, tu vois, la petite pitchnette qui manque. Allez, allez vas-y. Et c'est pour ça que c'est là. Évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre parce que je le répète, comme j'ai dit au début, c'est un kit à un prix tout à fait abordable. On verra que après utilisation, ça ne va pas se faire tout de suite. On va essayer d'enchaîner les packs. Vous l'avez vu, quand je vais au SAM 68, on passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 packs. Généralement, j'emmène plusieurs véhicules, donc je fais 2, 3 packs par véhicule sur une journée. On va s'acharner un peu sur celle-là. Attention, je vais quand même emmener 2, 3 véhicules. Pourquoi? Pour laisser refroidir. Il est évident que si je tourne 5 heures d'affilée avec la machine à un rythme, pas de compétiteur de 17 secondes au tour sur ce petit circuit, mais 19-20, parfois 25. Des fois, on a déjà fait 1 minute 5 avec Seb. Euh, la température, je parle de ça parce que c'est important. Ne négligez pas. Une bonne autonomie, c'est bien. Le problème d'autonomie, c'est la montée en température des éléments mécaniques. La graisse des roulements à billes va cuire si vous insistez. La graisse sur la transmission elle-même, entre couronne et pignon. Il faut toujours mettre de la graisse entre le pignon d'attaque et la couronne quand c'est fermé. Sur les transmissions ouvertes, attention, il faut utiliser des graisses qui ne collent pas. Tu as les transmissions fermées, tu n'es pas obligé de te priver. Alors évidemment, les compétiteurs vont préférer des choses très fluides parce que, aussi au niveau des roulements, les compétiteurs aussi souvent utilisent des roulements qui ne sont pas waterproof, donc en bandage téflon, mais en ZZ, en acier, pour, avant d'aller rouler, ou quand ils préparent la machine, d'utiliser de l'huile très fine qu'ils appliquent au roulement. Parce que si vous allez voir par exemple sur le site Kanzen, K-N-Z-E-N, regardez les spécificités des différents roulements. Je crois que chez Boca Bearing, c'est encore plus marqué. Par contre, là, le prix est délirant. Puis ça vient des États-Unis, donc avec les frais de port actuels et la douane et tout, c'est du suicide. Mais vous avez vraiment les specs des différents roulements. Il y a des roulements qui vont aller jusqu'à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 tours, 60 000 tours. Il ne faut pas oublier les roulements du moteur. Si le moteur prend 60 000, sont différents des roulements qu'on utilise sur les essieux. Puisqu'on est divisé ici, qu'est-ce qu'on a dit, en 11 ou 12. Donc on tourne 12 fois moins vite que le moteur. Hein, on va être 15, c'est facile pour le calcul. Si on tourne 15 fois moins vite, on sera à 4000 tours rotation de roue avec un moteur à 60 000. Hein, donc des roulements qui prennent 10-20 000 tours pour encaisser sans problème. Alors que dans le moteur, il faudra du balèze et évidemment, sortie diff, c'est là qu'il faut aussi du balèze. Puisque là, on va diviser, si on prend 18,54, rapport de transmission de X-Max, parce que ça fait 3. On divise par 3, 60 000 égale 20 000 encore sur les roulements. Donc,
Ici, ça morflera toujours plus. Entrée de diff aussi, 20 000. Et sortie de diff, par contre, et aux roues, là, ça va se détendre, ça va aller beaucoup mieux. Par contre, côté roues, ils vont prendre plus de chocs. C'est rare, surtout en GT, au niveau de la transmise, de prendre des chocs. En TT, ça arrive. Tu prends un coup sur la roue, le triangle flex, le cardan va taper dedans, va faire bouger ton diff. Mais en GT, c'est rare quand même. On prend aussi des coups, mais c'est rare qu'on fait un triple loupé atterri sur le côté de la tranche en tombant de la half-pipe de 3 mètres du skatepark. Tu vois, là, tu vois là où je veux en venir. Et donc ne négligez pas tout ça, les montées en température, surtout là maintenant l'été arrive, n'hésitez pas à équiper vos moteurs en ventilo et en radiateur dissipateur, appelle-le comme tu veux. Il existe un tas de choses, il existe des trucs en plastique, des trucs imprimés 3D. Le plastique et l'imprimé 3D ont un problème, ils n'ont aucune capacité d'échange thermique. Tu peux diriger le flux d'air, mais ça s'arrête là. Ventilo, ça sert à bas régime, à basse vitesse. Dès que tu vas trop vite, l'air qui passe dans le véhicule est plus rapide que ce que le ventilo peut souffler sur le moteur. C'est là que le dissipateur au radiateur intervient. Hein. Perso, je suis vraiment un fan des dissipateurs alu et des gros méchants, genre Obi-Wan et ceux-là. Tout simplement, existe pour du 36, existe pour du 42. Hein. Il y a une petite blague avec ces dissipateurs maintenant. Ça, c'est un vieux, hein. On avait dû modifier pour monter dans un véhicule, il n'y avait pas du tout de place. Avant, ils étaient en 42, maintenant, ils sont en 44. Ne me demande pas pourquoi. C'est pas compliqué. Hein. Tu le resserres comme ça et tu l'écartes comme ça. Et ça va très bien. Après, je sais pas s'ils ont prévu 44 parce qu'ils ont prévu. Vous savez qu'il existe des espèces de. C'est une espèce de caoutchouc. Ça existe en Grèce aussi, des trucs qui laissent passer la température. Hein. Des petites bandes caoutchoutées comme ça. Je sais pas s'ils ont prévu de mettre ça dedans et ensuite clipser ça sur le moteur. Je ne sais pas pourquoi Obi-Wan est parti faire ces trucs en 44. Existe en non Obi-Wan de toutes les couleurs et par contre ceux-là sont en 42. Ça c'est un original Obi-Wan entier, tu vois. J'adore ces trucs. Alors c'est bon, ça pèse, mais bon, en été, en 6S, de toute façon, t'es plus lourd, t'as le moteur 42-74, c'est pas les 30 grammes de ce truc-là qui vont changer quelque chose, il y a de la place pour un gros ventilo. Donc les fans de ventilo qui tournent méga vite, tu sais, les grosses turbines à chocolat, là, des moteurs de mixeur là, qui mettent dessus, là, qui se branchent sur la 6S, pourront mettre allègrement ça dessus. Je suis pas fan des trop gros ventilos. Enfin, je veux dire, des trucs de fou comme ça, 25-50 métaux. Euh, avec un bon dissipateur et un ventilo normal, ça se passe bien. Il y a les roquettes qui sont aussi, d'ailleurs, je crois que c'est aussi badge et connect maintenant, les roquettes. VS Line aussi, les badges. Ils tournent à 10-15 000 tours, c'est hyper efficace, ça fait du bruit, c'est sûr. C'est pratique quand tu n'as pas de place de mettre plus. Quand tu as la place de mettre ça, tu n'as pas forcément besoin d'un gros machin comme ça. Tu peux prendre des ventilos standards, 30-30, 40-40, 35-35, ici de toutes les tailles, à des vitesses normales. Ça fait le taf. Et il y a aussi, qui sont, j'en ai d'autres, ne bougez pas. Ouais, j'en ai plein puisque j'ai plein de bagnoles. Ça, par exemple, j'adore, hein, c'est ce qui va sur Robo 8SC et Hyperstar. Par contre, c'est limité en 40. On a ce genre de folie là. Tu vois, ça, c'est pas prévu pour mettre un ventilo, mais c'est un simple radiateur. Et comme l'a fait remarquer RC Jam Jam dernièrement, il y en a, attention, qui ont. J'en ai même pas là, dit. T'es sûr d'en avoir encore un? Ça, c'est marrant maintenant. C'est. Voilà. Ceux-là, je les aime bien aussi. Ils sont plus compacts. Parce que selon le cas, tu n'as pas la place pour mettre ça. Ça va toucher le châssis, ça va toucher la transmise, ça aussi. On en a qui ont les rainures de ce sens et il y en a qui ont les rainures de ce sens. Évidemment, si ton moteur est monté en long, ceux-là seront plus efficaces que ceux-là. Ceux-là, ça ira mieux sur les moteurs qui sont montés transversales. Donc en deux roues motrices par exemple, parce que c'est très rare en 4x4 d'avoir un moteur de l'autre sens, n'empêche ça fait le job quand même. C'est pareil, hein. Assure-toi que ça tienne bien. Pour le resserrer, ben, tu le resserres. Si tu n'as pas la force avec les mains, tu
prend un chiffon, une pince. J'insiste là-dessus, sur ce poste, parce que il commence à faire chaud. Ventilez vos affaires. Franchement, faites gaffe aux varios aussi. N'hésitez pas à régler des coupures thermiques un peu plus bas. Les coupures lipo aussi, les mecs, remontez en été un petit peu les coupures lipo. Allez pas flinguer votre matos. Vaut mieux rouler 5 minutes de moins en été parce que les durées de vie de vos batteries, en fait, vous les divisez en deux, en trois quand vous les chauffez à gogo. Donc faites bien gaffe à ça. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Vous connaissez la musique si vous étiez aux toilettes. Faites gaffe. C'est rigolo tout de suite, là c'est sec, ça vous dérange pas. Ça va gratter plus tard. Si vous étiez en train de préparer votre matériel, n'oubliez pas la radio, enfin la bonne radio avec votre véhicule, batterie. N'oubliez pas d'emmener des... C'est bête, mais souvent c'est vrai qu'on part juste le véhicule. Surtout en tout terrain, en piste, moins, tu as souvent un jeu de roue supplémentaire avec, mais en tout terrain, on a rarement un jeu de plus avec. En buggy, par exemple, j'emmène jamais un train de plus. Pourtant, c'est tout couillon, t'as un pneu qui se décolle, t'es bien emmerdé. Donc pensez à emmener votre matos de réserve, les résans, tout ce qu'il faut. Surtout de quoi vous hydrater, les mecs. De l'eau, évidemment, de l'eau. Buvez de l'eau comme vous voulez. Faites pas les kékés, surtout quand vous êtes au soleil. Salut à tous.